10 heures à Paris, bienvenue dans Parlons-en avec à la une de l'actualité, le conflit au Proche-Orient. Pas de répit dans cette opération militaire. Nous sommes au 6e jour de ce conflit déclenché par les États-Unis et Israël contre l'Iran. L'armée israélienne a lancé une nouvelle salve de bombardements. Téhéran continue de riposter. Parlons-en justement de ce conflit au Proche-Orient avec nos invités. Azadekian, franco-iranienne, sociologue, professeur de sociologie politique à l'université Paris-Cité, Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. En ligne avec nous, Anthony Samrani, co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour, et puis notre chroniqueur international, Gauthier Ribinski. A tout de suite, on a beaucoup de choses à se dire. Merci d'être avec nous pour cette émission. Nous sommes donc au jour 6 de la guerre au Proche-Orient. Donald Trump a estimé que l'opération devrait durer 1 mois. Et je reviens sur les propos de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui dit que le pire est à venir. C'est quoi le pire, Azadekian ? C'est des tapis de bombes qui vont être frappés, la capitale et l'ensemble des villes iraniennes. D'un autre côté, effectivement, hier, visiblement, de l'Allemagne, ils ont emmené aussi davantage d'avions et aussi un grand avion. Voilà, mon général vous dira de quoi il s'agit exactement, mais il se préparait déjà et on voit d'ailleurs l'intensification des bombardements sur Téhéran et un certain nombre d'autres grandes villes. Alors, moi, je voudrais juste insister sur le fait qu'on parle dans les médias de tel centre des gardiens de la Révolution, etc., qui aurait été frappé, mais à côté, il y a des immeubles, il y a des civils qui ont été tués sur beaucoup de places à Téhéran, par exemple. Des passants ont été tués et personne n'en parle. À cela s'ajoute la première frappe israélienne, ou américaine, pardon, visiblement c'est américaine, contre cette école à Minab, tuant 150 écolières. Donc n'oublions pas les civils innocents qui sont en train aussi d'être tués par ces frappes. Il n'y a pas que des militaires iraniens. Alors, Général Trinquant, si on regarde un peu, à part effectivement les frappes sur les civils, Conseil de sécurité, des commissariats, la télévision d'État, apparemment, sont vraiment les centres névralgiques du pouvoir iranien qui sont au cœur de ces bombardements. Oui, c'est les centres de pouvoir. Donc c'est vraiment l'articulation de la stratégie israélienne qui était la stratégie américaine au début et dont on se pose la question de savoir si c'est toujours la stratégie américaine, c'est-à-dire le changement de pouvoir. C'est clair, M. Netanyahou l'a dit, et les frappes illustrent bien cela. Après avoir rendu le ciel iranien libre pour les avions. Vous parliez des avions tout à l'heure, c'est en particulier les B-52, qui sont des avions importants et qui font des tapis de bombes. C'est ce qui avait été employé beaucoup à Mossoul, qui a complètement rasé Mossoul. Donc, effectivement, c'est peut-être le pire. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que la vision stratégique d'Israël correspond à la vision stratégique américaine. Alors ça, c'est une question à laquelle je voulais effectivement venir. On a vraiment l'impression que, voilà, on a d'un côté Washington qui dit qu'un changement de régime n'est pas le but de cette opération. Puis d'un autre côté, on a Israël qui dit vouloir changer le régime des mollahs. Donc il y a divergence là entre les deux alliés. Mais qui n'est pas une divergence initiale. C'est depuis quelque temps, parce qu'il y a une pression forte aux États-Unis sur le fait que cette opération n'est pas suivie, même si les votes ont été en faveur hier, l'opération n'est pas suivie. Mais il faut, moi j'aimais beaucoup l'intervention du secrétaire d'État, M. Rubio, qui disait que, en gros, les Américains sont intervenus parce que les Israéliens intervenaient. Et ça rappelle l'opération du mois de juin, où ce sont les Israéliens qui ont commencé, les Américains ont suivi. Et là, la première frappe sur le guide suprême, c'est une opération montée par les Israéliens, très clairement. Et c'est une opération qui vise à changer le régime. Et donc, aujourd'hui, les Américains ne sont pas soumis, sont soumis à des pressions que n'ont pas les Israéliens. En Israël, les gens pensent que, ça y est, on attaque le cœur du système, Téhéran.
Et ça, c'est contre le Hamas, le Hezbollah, les milices chiites et en Irak et les Houthis. au Yémen. Le cœur, il est à Téhéran, donc il faut frapper le cœur. Et donc la population israélienne dit enfin on arrive au but. Et après ça, ça sera la paix. Ils peuvent espérer, au moins. Les Américains, pas du tout. Les Américains, nous sommes rentrés dans cette opération et on commence à parler beaucoup du nucléaire, qui, je rappelle, était l'objet du mois de juin. Et si on y revient, c'est que tout n'a pas été rempli. Et puis, M. Trump va jusqu'à dire, dans 2 semaines, ils auraient l'arme nucléaire, dont on sait que c'est un fiefé et mensonge. Absolument pas. Donc, on voit les hésitations américaines avec cette guerre annoncé pour 4 à 6 semaines. Donc, vous le disiez, on en est à 6 jours. Donc, 4 semaines, c'est dans 3 semaines. Hein. Donc, il va falloir voir quels sont les effets qui sont produits à ce moment-là. Premier point. Et deuxièmement, la capacité de résistance iranienne, qui est forte aujourd'hui, parce qu'ils ont un système extrêmement décentralisé et qui fait que les frappes partent de partout. Il n'y a pas besoin d'un commandement du guide suprême pour continuer la guerre. On parle d'une organisation en mosaïque, c'est ça? Oui, exactement. Exactement, vous avez employé le bon mot. Organisation mosaïque qui est typique d'une résistance. Quand vous avez une résistance, vous n'avez pas de système centralisé, parce que sinon tout s'écroule. Vous avez quelque chose de totalement décentralisé. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, le conflit, il fait tache d'huile dans toute la région. On va regarder ces images en direct qui nous parviennent de la frontière entre l'Iran et l'Irak. On a appris il y a quelques minutes qu'un aéroport en Azerbaïdjan avait été touché par un drone iranien. Gauthier Riminski, quel message ça envoie à la communauté internationale, aux alliés d'Israël et des États-Unis? Alors, on l'a dit, il y a, et le général Trinquant a rappelé cette ambiguïté, non seulement américaine, mais il y a un jeu très risqué de la part des Iraniens, puisque, au fond, compte tenu du temps dont ils disposent, étant donné les stocks d'armement ou de lanceurs, il y a nécessité d'agir vite. Et la nécessité d'agir vite, on l'a vu aussi ces derniers jours, consistait à mouiller les autres, à impliquer les autres pays de la région, avec l'idée que ceux-ci, notamment les monarchies du Golfe, si elles étaient prises à la gorge et qu'elles voyaient leurs projets, comme celui de Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite, mis en danger par cette crise et par cette guerre, feraient pression sur les États-Unis pour dire « levez le pied, arrêtez, nous ». Arabie Saoudite, nous, Émirats Arabes Unis, nous, Koweït, etc., nous sommes en danger, peut-être pas sur le plan physique, mais sur le plan financier dans notre développement. Paris perdu, non? Je ne sais pas encore. Le problème, c'est que ça peut se retourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que ces mêmes pays peuvent dire la République islamique, ça fait depuis 1979 qu'elle nous chatouille, et le mot est faible. Allons-y maintenant, si on veut purger la chose, d'autant que vous savez qu'il y a eu une sorte de rivalité entre la République islamique, qui s'est toujours prétendue comme étant pure au sens de l'exercice de la religion, contrairement aux dépravés, ou en tout cas ceux qui n'étaient pas de vrais musulmans, c'est-à-dire ceux du Golfe, et ceux même au-delà du clivage chiite-sunnite. Donc le pari qui est fait, c'est de dire, vous nous attaquez, la réponse, elle est de propager cette guerre, de la faire justement s'étendre, pour que, à un moment donné, l'un ou l'autre insiste pour faire pression sur les États-Unis. Il y a effectivement la composante israélienne qui, de manière assez étonnante, je dirais, se préoccupe, mais parce que on pense que c'est le fond de l'affaire, mais se préoccupe d'un changement de régime. Et d'un mot, la grande ambiguïté, c'est qu'on n'est pas certain que, même de moins en moins, que ça soit le but des États-Unis, et que de ce fait-là, que fait-on au fond si on fait la guerre pour que dans, 2 mois, une composante théocratique, quelle qu'elle soit, que ce soit les hommes d'aujourd'hui ou d'autres, refont surface et finalement annihilent ce qui aurait pu être éventuellement gagné par cette campagne. Alors, Anthony Samrani, le co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour, est en direct avec nous depuis Beyrouth. On va revenir dans un instant sur la situation spécifique du Liban. Je voudrais juste avoir votre ressenti à vous. Quelle est votre position? Comment est-ce que vous interprétez les positions de Washington d'un côté, d'Israël de l'autre, et au milieu de ça, de l'Iran?
Je pense qu'il y a bonjour avant tout et je pense qu'il y a plusieurs choses à dire, par rapport à votre question. La première, c'est que je crois qu'on fait tous, collectivement 2 erreurs d'analyse, assez majeures depuis le 7 octobre. La première consiste à, surestimer à chaque fois, les forces de ce qu'on a appelé l'axe iranien et à sous-estimer les capacités militaires, du camp, américano-israélien. La deuxième consiste justement à penser que parce qu'ils ont une supériorité militaire incontestable, et je pense qu'elle sera à nouveau incontestable lors de ce conflit, cela permettra d'arriver à une situation plus stabilisée, moins chaotique, etc. On voit bien qu'il y a des divergences entre les Israéliens et les Américains, et on voit bien que le plan qui est mis en œuvre est bien davantage un plan israélien, en tout cas il est pensé, il ressemble bien davantage à ce que les Israéliens ont fait au Liban, leur dernière campagne contre le Hezbollah, qu'à ce que les Américains ont fait par le passé. Côté israélien, ça me semble assez clair, il y a 3 options. Il y a l'option A, qui est l'option privilégiée, qui est la chute du régime et l'installation à la place du régime iranien d'un dirigeant, Reza Pahlavi ou quelqu'un d'autre, qui serait aligné sur les intérêts israélo-américains. C'est le plan parfait, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre puisque ça suppose que le régime s'effondre complètement, et cela suppose que à un moment donné, un dirigeant ait suffisamment de légitimité et d'autorité pour s'imposer à sa place. Le plan B israélien, c'est un plan de chaos. C'est l'installation d'un grand chaos en Iran, d'une guerre civile, d'une décomposition, etc. La carte kurde, en ce sens, peut accélérer tout cela. Les Israéliens n'ont que faire d'un chaos à plusieurs milliers de kilomètres de leurs frontières. Par contre, ça serait très préoccupant, ce serait très dérangeant pour les Américains. Ça serait une situation chaotique qui provoquerait des conséquences non seulement au Caucase, mais aussi au Moyen-Orient, et les voisins du Golfe de l'Iran n'ont pas du tout intérêt à cette situation. Et le plan C israélien, qui est probablement le plan A côté américain, c'est ce qu'ils sont parvenus à faire au Liban, à savoir trouver au sein même du régime une personnalité qui, à force de bombardements, à force de pression militaire, serait contraint de signer un accord quelque part de capitulation, c'est-à-dire accepterait, pour garder le pouvoir au sein de son pays, de renoncer à tout ce qui a fait les fondements de la puissance iranienne à l'échelle de la région, à savoir l'exportation des milices et des missiles, le programme nucléaire et la rhétorique iranienne belliqueuse vis-à-vis d'Israël et des États-Unis. Alors, Azadikian, je vous ai vu acquiescer à ce que disait Anthony Samrani, notamment sur le plan B. Absolument. Le chaos, c'est ce qui serait bénéfique à Israël? Absolument, je pense qu'il y a effectivement 2 stratégies différentes. La stratégie américaine n'est pas la même que la stratégie israélienne. Israël a toujours souhaité fragmenter les pays de la région, fragmenter et créer de chaos. On a énormément d'exemples à montrer. Et donc, c'est effectivement le scénario qui visiblement est en train d'être poursuivi par les Israéliens pour l'Iran également. Donc, à la fois l'affaiblissement, davantage d'affaiblissement du régime, création d'une situation de chaos, éventuellement la guerre civile, tout ça feront que l'Iran sera très affaibli et n'opposera aucune menace, si vous voulez, à Israël. Mais une situation de chaos représente aussi énormément de menaces pour l'ensemble de la région. Il faut quand même vous rappeler où se situe l'Iran et avec ses voisins. On voit par exemple la Turquie qui craint déjà d'être déstabilisée à son tour. On voit l'Irak, on voit aussi les monarchies arabes du Golfe Persique, pour ne citer que ceux-là. Donc, effectivement, et qui sont les alliés des États-Unis, membres de l'OTAN pour la Turquie. Donc, en fait, les Américains n'ont absolument pas intérêt à voir cette déstabilisation au point de déclencher une guerre civile, alors que Netanyahou a tout à fait intérêt à le faire. Alors, l'armement des Kurdes peut libérer le Kurdistan, si vous voulez, iranien, mais à mon avis, de là à penser que les Kurdes armés par la CIA ou Israël
pourront venir libérer, entre guillemets, les autres parties de l'Iran, je n'y pense pas. Ça sera la guerre civile. Alors, sachant que la région kurde semi-autonome du nord de l'Irak a été touchée hier soir. L'Iran affirme y avoir visé les quartiers généraux des milices kurdes, un groupe dans le viseur de Téhéran pour ses liens avec les États-Unis, mais pas seulement. Je propose des explications d'Alexandra Quarini et Daniel Kinlan. Ah. Petit. Voilà le sujet de Alexandra Quarini. Un petit problème donc avec eux. Des milices kurdes vont-elles entrer dans le conflit ? Le chef de l'une d'entre elles, basé en Irak, affirme en tout cas être prêt à lancer une offensive militaire en Iran. Nous avons préparé tous les scénarios. Compte tenu de la situation actuelle en Iran, nous sommes prêts à intervenir et à jouer un rôle de premier plan. Des conversations téléphoniques avec Trump ont eu lieu. Il ne s'agit pas de simples rumeurs. Selon plusieurs médias américains, dont CNN, les États-Unis comptent même armer ces milices pour susciter un soulèvement en Iran. Une information que dément la Maison-Blanche. Il s'est entretenu avec les dirigeants kurdes au sujet de notre base située dans le nord de l'Irak. Mais toute information suggérant que le président aurait approuvé un tel plan est totalement fausse et ne doit pas être relayée. Le Kurdistan irakien a subi plusieurs attaques de drones et de missiles iraniens ces derniers jours. Certaines ont ciblé des bases militaires américaines, mais aussi des quartiers généraux de groupes d'opposition kurdes iraniens. Alors, Général Trinquant, est-ce qu'on pourrait assister à l'ouverture d'un nouveau front pour le régime iranien du côté du Kurdistan ? Je pense qu'en regardant à la fois les intérêts israéliens et la position de l'Iran, il faut prendre un peu de recul et avoir une vision stratégique. Pour M. Netanyahou, la sécurité d'Israël, c'est la guerre. C'est la guerre en permanence. Pour lui aussi, au passage. Hein. Et donc, la guerre, bien sûr, au sud Liban, on en parlera tout à l'heure, mais avec un chaos en Iran, ça maintient une incertitude et une pression en Iran. Et donc, pour lui, ça permet de maintenir sous pression Israël, qui va lutter en permanence. Il faut se rappeler le parallèle qu'il faisait avec Sparte. Oui. Il y a plusieurs mois, il a fait un parallèle avec Sparte. C'est exactement ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les Iraniens, vous parliez tout à l'heure de frappe sur l'Azerbaïdjan. Les Iraniens le gouvernement des Mollahs est extrêmement isolé. Il n'a plus aucun allié. Et donc, il a intérêt à épandre partout, pour faire peur partout, la crainte d'une guerre mondiale, de façon à ce que les choses bougent, parce que sinon il est seul. On a parlé du Golfe, hein, Rebensky a très bien décrit, moi j'appelle ça l'effet boomerang. Hein. Ils ont attaqué les pays du Golfe en pensant qu'ils les renforceraient dans leur opposition à la guerre, et ils ont obtenu l'effet inverse. Les pays du Golfe ont dit c'est l'Iran qui nous attaque. Mais la Russie ne peut rien faire. Et la Chine, elle regarde. On va y revenir à la Chine. Hein, il y a un bateau chinois espion qui est là, qui regarde, qui compte, et puis qui compte les munitions américaines et qui se dit, plus ils en utilisent là, moins ils en ont pour Taïwan. Et il y a une réunion avec le président Trump la semaine prochaine, dans 10 jours, entre Xi et Trump. On verra quel deal sera fait à ce moment-là sur ce sujet-là. Donc je pense que stratégiquement, l'Iran a intérêt à étendre la guerre, de façon à faire peur à tout le monde pour cette guerre mondiale, et donc à pousser à l'arrêt des choses, avec une des 3 options qui a été décrite, hein, pour lesquelles je suis tout à fait d'accord. Et du côté israélien, la poursuite de la guerre est une nécessité. Qu'elle soit là ou ailleurs, M. Netanyahou a besoin de cet État spartiate qui va mener une guerre permanente. Gauthier, Téhéran a intérêt à épandre la guerre et à l'enlisement. C'est la stratégie qu'il faut que le régime de Mollah joue. Oui, mais regardez, avec ce que vient de dire le général Trinquant, il y a aussi finalement indirectement, in fine, la recherche d'un état permanent de guerre par Israël, et c'est effectivement la comparaison avec ça, Sparte, mais c'est aussi l'animation d'une certaine fraction du gouvernement israélien
par ce qu'on appelle le syndrome de Masada, c'est-à-dire ce que les Hébreux ont vécu via l'attaque romaine, et c'est l'idée jusqu'au bout. On tient, même si on doit se faire tailler en pièces. Et que Netanyahou et surtout son extrême droite ont souvent dit, au fond, le génie, l'âme israélienne ne s'exprime jamais mieux que lorsque nous sommes le dos au mur. Il y a d'autres pays qui font ça. Mais dans ce cas-là, ça expliquerait, c'est pour ça que je voudrais revenir d'un mot au plan C dont notre invité de Beyrouth parlait. C'est-à-dire la trouvaille qui consisterait à dénicher un intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un issu de la nomenclatura iranienne, mais qui pourrait renoncer à un certain nombre de choses pour devenir acceptable. Sans doute. Et le problème, c'est qu'il y a une chose à laquelle il ne renoncerait pas, c'est la coercition vis-à-vis de la population iranienne. Et à partir de là, le problème n'est plus résolu du tout. C'est-à-dire que Israël s'accommodant d'une forme de chaos, eh bien, on passerait par pertes et profits, d'autant que les États-Unis n'ont pas l'air non plus d'être persuadés du bien fondé de la chose. On passerait par pertes et profits le sort du peuple iranien. Alors qu'au fond, je ne sais pas si on aura le temps d'y parvenir à cette question, mais dans un pays authentiquement démocratique, vous avez un certain nombre de choses, comme par exemple le nucléaire, qui est consubstantiel à la raison d'être même et à l'identité du régime iranien. Ce nucléaire dans un pays authentiquement démocratique, soit il n'existe pas, ou s'il existe, on en discute. Il y a moyen, il y a le TNP, même s'il est en mauvaise posture, mais il y a le traité de non-prolifération. Non-prolifération nucléaire. Mais il y a moyen de se dire, est-ce que un pays démocratique, est-ce que vous, Iraniens, authentiquement démocratiques, vous avez vraiment besoin de cette arme nucléaire? Et d'une certaine manière, pour moi, c'est ça le fond du conflit, c'est de se dire avec quel type de pays on peut avoir une voix apaisante. Encore une fois, quand les Américains disent l'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'un Iran qui ne serait plus sous la coupe des mollahs et qui ne serait plus un danger pour ses voisins n'aurait pas le droit, en théorie, de posséder l'arme nucléaire? Azadekian, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais juste vous rappeler que on ne peut pas espérer la démocratie à travers des frappes aériennes, ce qui est le cas actuellement, qui sont en train de détruire le pays, encore une fois, pas seulement les centres de commandement, etc., des infrastructures, la population, ils sont en train de tuer aussi l'espoir d'un Iran démocratique, et si ça continue et que les tapis de bombes continuent à être largués sur le pays, quand on me parle d'un régime démocratique qui émergera de ça, de ces situations de chaos. Mais quels sont les exemples à nous donner pour montrer que le bombardement a jamais accouché de la démocratie, d'une part. D'autre part, encore une fois, malheureusement, je suis persuadée que ça sera plutôt une situation de chaos. Et effectivement, concernant le nucléaire, je dois dire, vous savez, les coûts humains et financiers du nucléaire iranien ont été tellement important qu'il n'y a aucune unanimité dans la population pour dire on va continuer à travailler sur le nucléaire. À quoi a servi ce nucléaire? L'une des raisons pour la population d'être contre Khamenei, le guide qui a été tué, c'était que c'est lui qui insistait beaucoup sur le programme nucléaire. Donc effectivement, il y a tous ces débats qui existaient au sein de la société iranienne, voire au sein des dirigeants comme Rouhani, par exemple, l'ancien président, etc., qui étaient sur cette même ligne. Et maintenant, avec la guerre, bien évidemment, eh bien, on a donné la parole et l'action à qui? À la faction la plus dure du régime, les gardiens de la révolution. Et ne parlons plus des régimes de mollahs, ce sont les gardiens qui sont au pouvoir et depuis de nombreuses années. Regardez qui dirige le gouvernement, qui dirige le Parlement et qui dirige bien sûr l'armée et les forces de sécurité. C'est les gardiens de la révolution. Alors, je voudrais qu'on retourne à Beyrouth pour retrouver Anthony Samrani. Anthony Samrani, votre journal, le quotidien L'Orient le Jour, fait forcément sa une sur les incursions terrestres d'Israël dans le nord du Liban. Et vous signez un édito dans votre journal intitulé « Et si Israël n'existait pas ?» Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voulez dire par là? Un peu compliqué de répondre en quelques minutes. Si vous voulez, on est dans une situation où le Hezbollah a décidé, finalement c'est Téhéran qui a décidé, les gardiens de la révolution ont décidé dans la nuit de dimanche à lundi
de lancer des roquettes contre Israël. C'est dans la logique de la stratégie de l'Iran pour survivre à cette guerre, c'est-à-dire d'étendre le conflit au maximum pour montrer qu'il a des cartes un peu partout et que finalement, plus on lui fera mal, plus il a des capacités d'embraser la région. Le Hezbollah l'a fait en pleine conscience des conséquences. Et les conséquences sont terribles. Les conséquences, c'est des déplacements de dizaines de milliers de personnes, c'est des bombardements, c'est la création d'une zone tampon dans le sud du Liban, c'est probablement une occupation israélienne. Et ce que je cherche à dire dans tout ça, c'est que cela va recréer finalement un peu la même logique qui avait déjà abouti à la naissance du Hezbollah, c'est-à-dire l'idée que regardez, l'État libanais n'est pas capable de défendre sa population, Israël nous veut de toute façon du mal, il faut recréer une milice, il faut recréer une résistance, et toujours cette rhétorique et cette surenchère qui, à mon avis, aujourd'hui passe totalement à côté du fait qui, du point de vue du Liban, à mon avis, est central, et qui est que le Liban a accepté, de gré ou de force, de cohabiter avec une milice qui n'est autre chose qu'une excroissance de la République islamique et qui a déjà provoqué 3 guerres en son sein. Quand je dis ça, je n'excuse en rien le comportement israélien, ni au Liban, ni encore moins dans la région, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie, etc. Oui, il se dessine, il est clair, une forme d'hégémonie militaire israélienne qui est quelque chose d'extrêmement inquiétant à l'échelle de la région, car jamais dans l'histoire récente du Moyen-Orient, une puissance n'avait eu autant d'écart de puissance justement par rapport à sa concurrence et de possibilités d'intervenir sur autant de territoires et de redessiner par la force le visage du Moyen-Orient. Mais cette présence israélienne, non seulement n'est pas contenue par le Hezbollah et plus généralement l'axe iranien, non seulement cet axe ne permet de créer aucun équilibre qui aurait pu avoir des effets positifs, mais en plus il en renforce la rhétorique et il en renforce les effets négatifs. Donc nous au Liban, et c'est aussi la situation, je pense, de la population iranienne, nous nous retrouvons complètement entre deux feux, à devoir subir d'une part les effets négatifs de ce qu'on appelle ce nouveau Moyen-Orient et dont l'incursion israélienne aujourd'hui que l'incursion israélienne aujourd'hui illustre parfaitement, et en même temps les effets négatifs des résidus de l'ancien Moyen-Orient, cet ancien Moyen-Orient dont l'Iran a été quand même la puissance centrale, ou en tout cas la puissance la plus nuisible pendant plusieurs décennies. Général Trinquant, c'est un cercle vicieux qui s'est enclenché et on ne peut pas en sortir. On est dans la vision stratégique de M. Netanyahou, qui est la guerre partout, et c'est comme ça qu'on se défendra. Et le sud Liban, avec la demande d'évacuation de tous les villages quasiment jusqu'au Litanie, je l'ai bien connu, j'ai commandé un bataillon au Liban dans les années 91-92, au moment où le sud du Litanie était occupé par l'armée israélienne. Qui s'en est retiré en 2000 parce que ça commençait à être compliqué. Ce que Israël oublie, effectivement, c'est qu'en 2006, elle a monté une autre opération. Elle a dû se retirer. Pourquoi ? Parce qu'elle n'arrivait pas vraiment à vaincre au sol le Hezbollah. Et donc, je pense que le raisonnement qui vient d'être apporté sur ceci donne de l'eau au moulin au Hezbollah est juste, parce que le gouvernement israélien ne va pas être capable d'empêcher Israël d'aller jusqu'au Litanie, alors que l'application de la résolution 1701 était en cours, et le gouvernement israélien libanais avait été très ferme en disant oui, le désarmement du Hezbollah. Sauf que pour les Israéliens, ça va pas assez vite, donc ils vont enclencher ça, et ça peut réanimer le Hezbollah à une limite près. C'est que le Hezbollah ne fonctionnait bien que par l'alimentation de l'Iran, et que si il y a le chaos en Liban, je pense qu'ils auront moins de moyens d'alimenter le Hezbollah au sud Liban. Gauthier Remitsky, cette incursion terrestre par Israël sur le territoire libanais, comment est-ce que vous l'interprétez, vous ? Est-ce que c'est la volonté d'installer définitivement la loi israélienne sur ce territoire ou d'annihiler définitivement le Hezbollah ? Alors,
Je ne sais pas si c'est d'instaurer définitivement la loi israélienne, parce qu'on avait bien vu qu'à une certaine époque, il y avait un auxiliaire, un supplétif qui s'appelait l'armée du Sud-Liban et qui n'a pas forcément donné les résultats escomptés pour Israël. En revanche, là où il y a, me semble-t-il, un danger aussi pour Israël, c'est que le Hezbollah, qui tient, alors jusqu'à présent, par l'aide iranienne, mais qui tient aussi, au fond, par l'aura qu'il s'est attribuée comme étant le pilier, le phare de la résistance anti-israélienne. Il se paie aussi, il vit aussi de la société libanaise. Si la société libanaise était secouée au point qu'il y ait un effondrement des institutions, de ce qui reste de l'État libanais, que devient le Hezbollah? C'est-à-dire qu'il va falloir éventuellement qu'il se recrée, qu'il se réinvente une raison sociale, puisque jusqu'à présent, c'était, comme le disait Anthony Samrani, c'était une excroissance, une protubérance du régime de Téhéran, et que s'il n'y a plus cette aide, s'il n'y a plus la capacité de Téhéran à fournir au fond des raisons d'exister, parce que c'est ça aussi, que devient le Hezbollah, y compris par rapport aux critiques qui le visent du reste de la société libanaise. Autrement dit, est-ce que le but d'Israël, c'est d'aller aussi loin que il y ait cet effondrement, et je ne suis pas certain que cet effondrement serait profitable à Tel Aviv, ou bien est-ce qu'il y a, comme d'habitude avec le Hezbollah, vous voyez, moi je compare ça à un équilibriste, quand vous faites du vélo au cirque et que vous êtes équilibriste, vous avancez un petit peu, vous reculez un petit peu, parce que sinon, si vous avancez trop, vous tombez, et pareillement, si vous reculez trop, vous tombez. Il y a là un jeu qui, au fond, a servi aussi le Hezbollah, parce que d'une certaine manière, il maintenait. Et à quel prix? À quel prix il maintenait une société libanaise à travers le mythe de la résistance, et aussi parce qu'il suppléait, il palliait les manques et les lacunes du gouvernement ou du pouvoir central de l'autorité légitime. Zadekian, vous êtes d'accord? Est-ce que le Hezbollah peut en profiter pour, recréer sa légende? Ben ça, c'est une question pour Anthony Samrani. Je ne suis pas au Liban, mais ce que je voudrais dire, c'est que, tout à l'heure, on disait effectivement que Israël, ou en tout cas Netanyahou, souhaite que les conflits continuent, souhaite que la guerre continue partout, pas seulement contre l'Iran, mais également au Liban. Et regardez ce qu'ils font en Syrie. A priori, le nouveau gouvernement syrien s'entend avec Israël, sauf qu'ils se font bombarder presque souvent, une fois, 2 fois par semaine. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, à mon sens, Israël ne cherche pas la paix, parce qu'on a bien vu, on a bien dit que c'est dans les conflits et la permanence des conflits que Israël, et en tout cas cette politique de Netanyahou, peut se tenir. Donc moi, je ne pense pas, je ne mets pas tout sur le dos de Hezbollah. Effectivement, je pense qu'il y a ces incursions permanentes d'Israël. On oublie souvent alors qu'il y avait quand même un traité entre le gouvernement, le président libanais et Israël. Israël a toujours continué à envoyer des missiles au sud Liban, ou sur les positions de Hezbollah libanais, d'une part. D'autre part, l'armée libanaise est trop faible, et Anthony Samrani nous le dira, est trop faible pour sauvegarder la souveraineté de l'État libanais. Et c'est là que Hezbollah prétend le faire, prétend se remplacer en fait cette fonction de l'armée libanaise. Donc il faut aider l'armée libanaise à se constituer, à se renforcer. Anthony Samrani, on a vraiment l'impression que le pouvoir libanais, lui, est assez inaudible aujourd'hui. Comment ça s'explique? Ça s'explique par des raisons structurelles. Effectivement, le pouvoir libanais est toujours un peu paralysé, empêché par des dissensions en interne, par problèmes structurels au sein de son armée. Il y a une faiblesse qui n'est pas forcément une faiblesse dans l'exécution dans l'exécution d'un plan militaire, mais plutôt dans la prise de décision politique. Aujourd'hui, c'est difficile pour un homme politique libanais, pour un dirigeant libanais, pour un commandant en chef de l'armée, de se dire oui, nous allons prendre les armes du Hezbollah par la force. À mon sens, je pense que c'est une grave erreur. Je comprends tout à fait et je pèse mes mots qu'une politique plus musclée contre le parti aurait eu des risques énormes, tant dans les tensions internes qu'elles auraient provoquées que dans les possibilités d'affrontement entre la milice et l'armée.
Mais dans le même sens, on voit aujourd'hui ce qu'est l'alternative. Et à mon avis, l'alternative est malheureusement bien plus féroce pour le Liban, c'est-à-dire cette machine de guerre israélienne qui avance vers le Liban, qui va faire énormément de mal, qui va détruire. Et encore une fois, cette incapacité du côté libanais à traiter quelque chose qui serait, qui serait incompréhensible pour n'importe quel État digne de ce nom, c'est-à-dire la présence d'une milice qui dispute à l'État son monopole de la violence légitime, et de pouvoir ensuite, face à une éventuelle agression israélienne, tenir un discours qui soit beaucoup plus cohérent et légitime du point de vue des acteurs de la communauté internationale. Dans ce dossier, il y a la réaction des pays européens et particulièrement la réaction de celui qui a dit non. Voilà, il s'appelle Pedro Sánchez, c'est le Premier ministre du gouvernement espagnol. Il qualifie cette guerre d'absurde et Madrid refuse de donner son feu vert à l'utilisation de ces bases par l'armée américaine. Je vous propose d'écouter Pedro Sánchez. La position de l'Espagne tient en 4 mots. Non à la guerre. Nous ne serons pas complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui est également contraire à nos valeurs et à nos intérêts, simplement par peur des représailles. Gauthier Rybinski, comment est-ce que vous qualifiez cette position de Pedro Sánchez? C'est de la cohérence? Il y a plusieurs choses. Il y a une forme d'abord de conscience que l'Espagne ne peut pas forcément suivre les injonctions américaines sur la hausse et le pourcentage de la hausse consacrée du PIB consacré à la défense. Mais il y a aussi la tradition de gauche de ce parti, de ce gouvernement espagnol, qui veut qu'on est toujours extrêmement méfiant vis-à-vis de ce qui représente, qui est l'expression de l'impérialisme américain. Et disons-le, cette fois-ci, elle est tenace, elle est énorme. Simplement, par rapport au pacifisme, il y a quelque chose qui me semble... Écoutez, pour le dire franchement, qui me semble indécent dans la mesure où, si on veut réfléchir à l'origine d'un désordre, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais ça paraît effectivement peut-être idéaliste, mais les désordres fondamentaux, qu'ils soient en Iran, qu'ils soient au Proche-Orient, qu'ils soient ailleurs, et on le voit même aussi avec ce changement de nature du régime israélien, pas dans son action internationale, ça a toujours été à peu près la même chose. Mais enfin, les dangers viennent aussi tout simplement de la manière dont on opprime un peuple. Et quand vous avez Sanchez qui dit « cette guerre est absurde », oui, bien sûr qu'elle est absurde. Elle est encore plus absurde parce qu'on ne sait pas où on va. Je suis d'accord. Mais fondamentalement, si vous méprisez les peuples, ça veut dire que on oppose le droit international justement à celui des individus. Mais lorsque vous méprisez les peuples et que vous l'opprimez, il y a fatalement un désordre qui est créé. C'est ça qu'il faut sans doute pas oublier dans l'analyse géostratégique, c'est que le désordre, le chaos aussi peut être généré par la manière dont un peuple est méprisé. Quand même, combien? 30 000 morts récemment en Iran? Général Trinquant, une guerre donc absurde, une guerre a priori illégale, mais une guerre légitime? Alors oui, c'est la bonne question, vous avez raison. Et je suis surpris du fait qu'on ne parle pas du tout de la responsabilité de protéger. Je rappelle que ça avait été un accord unanime en 2005 à l'ONU sur la responsabilité de protéger. Et on en parlait beaucoup, justement, après les 30 000 ou 40 000 morts, on en parlait beaucoup, on disait c'est un peuple qui souffre, qui ne veut plus cette dictature, il faut changer ça. Mais là, les Américains n'en parlent plus du tout, ils parlent plus que du nucléaire. Les Israéliens n'en parlent plus du tout parce qu'ils parlent que de changement de régime, mais pas pour protéger le peuple, parce que ils veulent changer le régime pour soit installer le chaos, soit etc. Donc voilà. Alors en fait, on est dans une difficulté. L'expression du président de la République là-dessus illustre assez bien le propos. C'est-à-dire, nous ne sommes pas d'accord avec cette guerre, mais en gros, elle est légitime. C'est un petit peu ça. Légalement, on s'y oppose. Le droit international ne le permet pas. D'abord, au Conseil de sécurité, il n'y aurait évidemment jamais de vote pour ça. Et donc, mais c'est légitime parce qu'il y a un peuple qui souffre. Mais personne n'en parle.
Azadekian. Oui, absolument, mais le droit d'ingérence dont vous parlez, 2005, c'est pas les tapis de bombes qui sont en train d'être largués sur la tête de qui? Sur la tête de qui? De ces mêmes peuples qui étaient dans la rue et dont 30 000 d'entre eux étaient tués. Il y a 50 000 prisonniers dans les prisons iraniennes qui risquent de mourir, d'être exécutés ou de recevoir encore les bombes sur la tête. C'est pas ça que j'appelle l'ingérence humanitaire. Et là, il fallait faire appel à l'ONU, justement, et des forces de l'ONU internationale afin si vous voulez, de protéger la population civile de ce régime sanguinaire. C'est pas à travers la guerre israélo-américaine qu'on peut les protéger. D'une part, d'autre part, c'est si à chaque fois, écoutez, les raisons avancées par Trump pour déclencher la guerre contre l'Iran, c'est pas du tout je vais sauver la population iranienne. À chaque fois il a menti. Les missiles iraniens auront un portée de 10 000 km, peuvent atteindre les États-Unis. C'est faux, c'est un mensonge. Le nucléaire iranien, il y a quand même M. Grossi qui a dit les Iraniens n'ont absolument pas les moyens de fabriquer une bombe avant quelques années, enfin au moment où la guerre a été déclenchée. Donc en fait, on sait maintenant que c'est visiblement Israël qui a entraîné les États-Unis dans cette guerre et le but d'Israël, ma foi, n'a jamais été d'aider les peuples. 71 000 Palestiniens tués à Gaza, c'était pour aider le peuple palestinien. Enfin, moi, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Israël n'a jamais pensé au bien-être de la population, ni en Iran, ni ailleurs. C'est un gouvernement qui se maintient au pouvoir à travers le déclenchement des conflits et ça continue. Donc, arrêtons de dire que cette guerre est légitime et arrêtons d'instrumentaliser effectivement les volontés fermes de la majorité des Iraniens de changer ce régime, mais c'est pas à travers des bombes qu'on change un régime. D'accord. D'un mot, général. Simplement, ce n'est pas la peine de s'énerver. Je n'ai jamais dit que les Américains avaient raison. Je ne suis pas énervé contre vous, mon général. Pourtant, vous l'exprimez comme ça. Tout le temps dans les médias français, enfin. Vous l'exprimez comme ça. Je dis simplement que la responsabilité de protéger, on n'en parle pas. Vous parlez de l'ONU. Impossibilité totale d'une action de l'ONU. Veto immédiat de la Chine et de la Russie. Donc, rêver d'une opération de l'ONU pour protéger la population iranienne est un rêve. Ensuite, effectivement, ce que je dis, c'est que les Américains ne se préoccupent pas de la population, ils se préoccupent de leurs intérêts de l'arme nucléaire. Les Israéliens ne se préoccupent pas de la population, ils se préoccupent de leurs intérêts, et je regrette qu'on ne se préoccupe pas des problèmes de la population. Voilà. Maintenant, un changement de régime avec des bombardements, c'est vrai, ça ne marche pas, il faut un soulèvement intérieur pour que ça fonctionne, et voilà. On va recueillir le ressenti d'Anthony Samrani. Est-ce que, selon vous, la communauté internationale est à la hauteur des enjeux ? Je crois que le débat que vous venez d'avoir sur votre plateau, il est passionnant, il est central dans ce qu'on est en train de vivre. Moi, je n'aime pas du tout rentrer dans la question de légitime ou illégitime, parce que je crois que c'est une question extrêmement subjective. Et qu'est-ce que ça veut dire, au fond, légitime? Légitime pour qui et légitime au nom de qui? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'une part une coalition de deux acteurs, donc avec Donald Trump, qui est aujourd'hui l'un des hommes qui torpille le plus l'ordre international, et l'autre, Benjamin Netanyahou, qui est un criminel de guerre et qui est en train de mettre en place ce que je vous appelais cette hégémonie militaire israélienne. Et on a d'un autre côté un régime sanguinaire qui est prêt à tuer jusqu'au dernier Iranien pour rester au pouvoir. Donc on est dans une équation où dans tous les cas, il n'y a aucune bonne option. Il n'y a que des mauvaises options. Et la question que ça pose, qui est extrêmement difficile, hein, c'est quelle est la moins pire des options? Est-ce que la moins pire des options, ce que je veux dire, c'est qu'on peut débattre, on peut avoir des avis différents, mais il faut juste qu'on soit d'accord sur la façon de poser le débat. Et finalement, sans l'emploi d'une force militaire extérieure qui a un coût conséquent, qui va peut-être provoquer le chaos, qui n'apportera probablement pas la démocratie, etc. Sans tout cela, le régime iranien restera au pouvoir encore des années, encore des décennies, et cela aura des conséquences à la fois sur la population iranienne
et sur le régime. Donc toute la question pour moi, c'est une question de coût-avantage. Est-ce que ce type d'opération et le coût qu'elle va produire pour la région, pour les Iraniens, pour l'ordre international, parce que cela va avoir des conséquences aussi. On ne tue pas un chef d'État, quoi qu'on l'on pense de Khamenei, de cette manière, sans que cela ait des conséquences pour la suite sur l'ordre international. Est-ce que ce coût en vaudra la peine à la fin de cette guerre ? Et je crois que c'est la seule chose qui comptera à la fin. Si effectivement la situation des Iraniens, la situation... Anthony Samrini, je suis désolé, mais voilà, on est à court de temps. Merci beaucoup d'avoir posé les bases d'un débat qui est vraiment passionnant. Azadekian, merci beaucoup. Anthony Samrini, donc, général Dominique Trinquant, merci Gauthier Rybinski. Voilà, c'est fini pour Parlons-en. Restez avec nous sur France 24.